Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambé et j'ai comme mission de développer une finance au service de la nature et de l'homme. La nature produit des éléments et des services essentiels aux êtres humains. Notre survie en dépend. Pourtant, l'activité humaine menace la biodiversité. Nous avons besoin d'une action mondiale pour infléchir la courbe de la destruction de la nature, protéger notre capital naturel et assurer l'avenir de l'humanité. Je suis convaincu que le secteur financier peut avoir un impact positif pour aider à protéger, préserver, conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Dans ce nouvel épisode, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Céline Soubrane, directrice du développement durable d'AXA. Comme nous l'explique Céline, AXA considère le climat avant tout comme un risque. On se souvient par exemple de la phrase choc de l'ancien CEO d'AXA « Un monde à 4 degrés ne sera plus assurable ». Afin de diminuer ce risque, AXA a par exemple été le premier investisseur à exclure le charbon de ses décisions d'investissement. Toujours pour diminuer ce risque, AXA a comme objectif de diminuer de 20% ses émissions de gaz à effet de serre de son portefeuille d'ici 2025 et d'être totalement neutre en 2050. Pendant cette interview, Céline nous présente concrètement comment la compagnie d'assurance met cela en œuvre et nous échangeons sur la transition écologique, sur la prise en compte de la biodiversité et sur les actions qu'un assureur peut mettre en place pour lutter contre le réchauffement climatique. J'ai pris un très grand plaisir à échanger avec Céline. Je suis certain que vous trouverez ce nouvel épisode passionnant. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour Céline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour commencer, tu peux présenter le groupe AXA en général et un petit peu le business model d'AXA ? Alors, le groupe AXA aujourd'hui, c'est un groupe qui est né en France. Je pense que c'est une belle réussite du capitalisme français. Et aujourd'hui, on est un groupe avant tout international, présent dans plus d'une 50aine de pays. On a 120 000 collaborateurs dans le monde. Et surtout, je pense que ce qui caractérise notre modèle, c'est qu'on est vraiment présent sur toutes les lignes de business de l'assurance, que ce soit l'assurance dommage ou les produits d'épargne, d'assurance vie, sur toutes les catégories de clientèle, que ce soit en B2C ou en B2B. Et puis, on a aussi, une de nos caractéristiques, c'est qu'on a aussi notre filiale d'asset management. Donc voilà, une palette assez complète d'activités et d'offres et de produits et de services. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le milieu de l'assurance, vous grosso modo, vous recevez des primes tous les mois, donc vous avez beaucoup d'assets, on va dire, beaucoup d'actifs que vous devez investir sur les marchés financiers. Alors effectivement, on reçoit les primes des contrats d'assurance de nos clients, mais aussi leur épargne. Donc effectivement, on est un important investisseur institutionnel, à la fois effectivement, alors pour utiliser les vocables, à la fois en tant qu'asset owner, voilà, et là effectivement c'est les primes de nos clients, puis en tant qu'asset manager, donc ça c'est l'argent que l'on place au nom de nos clients. Et donc en tant qu'asset owner, quelle est la masse monétaire que vous gérez ? 600 milliards d'euros en tant qu'asset owner. Et donc toi, dans cette organisation, tu es où exactement ? Donc moi, je suis au niveau du groupe AXA, de la maison mère. Je suis rattachée à un grand périmètre, donc dirigé par Ulrich de Cohen, qui est membre du MC. Et donc je suis au sein d'un grand périmètre qui intègre à la fois la recherche, le développement durable, la prospective, la communication et la marque. Donc voilà, donc c'est un grand périmètre, on va dire très transversal et tourné vers le rayonnement aussi d'AXA vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'ensemble de ses parties pronantes. Et donc tu dépend de qui par rapport à la gestion ? Par rapport à la gestion d'actifs ? Oui, par rapport à la gestion d'actifs, oui. Alors, nous, notre rôle, c'est de contribuer à la définition d'une stratégie de développement durable, très orientée aujourd'hui autour de 2 sujets, le climat et la protection inclusive, et de définir de cette stratégie et ensuite effectivement de l'implémenter avec les différents métiers. Nous aujourd'hui on a mis en place une gouvernance avec la gestion d'actifs qui s'appelle, alors là excusez-moi, on a quelques acronymes comme toutes les grandes entreprises, qui s'appelle le Role in Society Steering Committee, qui est vraiment l'instance suprême où on prend les grandes orientations sur la gestion d'actifs, mais pas que, sur tous les métiers de l'entreprise au regard des enjeux climat, biodiversité, mais aussi de protection inclusive. Et puis après, plus spécifiquement sur la gestion d'actifs, on a une gouvernance qui s'appelle le RIC, le Responsible Investment Committee. Donc voilà, nous on agit à travers ces 2 gouvernances. Et vraiment, nous, le rôle de mon équipe, c'est de nourrir cette stratégie par l'écoute de la société civile, des parties prenantes, de la proposer, de l'instruire avec les métiers,
de la décider avec la direction générale et ensuite de l'implémenter à travers ces 2 gouvernances dont je viens de vous parler. Et personnellement, comment t'es arrivé là ? Alors moi, donc mon parcours personnel, effectivement, moi j'ai assez vite été intéressée par l'intérêt général. Donc moi j'ai fait des études de sciences politiques à l'époque, c'est ce qui me paraissait pertinent pour changer le monde. J'ai aucun regret d'ailleurs d'avoir suivi cette filière. Moi j'ai grandi dans une région marquée par les désindustrialisations. Moi j'ai grandi dans l'est de la France. Donc je sais ce que c'est la reconversion économique d'un territoire, devant prendre son destin en main. En plus, cette désindustrialisation, c'est un peu l'ironie de l'histoire, elle se faisait autour du charbon, justement, parce que c'est la fin des mines de charbon en Moselle et en Alsace. Et donc j'ai travaillé d'ailleurs au départ sur mon territoire d'origine, sur cette reconversion industrielle. Et puis je me suis aussi, j'ai eu aussi une période où j'ai travaillé plus dans le journalisme, parce que j'étais aussi assez convaincue qu'on pouvait changer les choses à travers l'information, l'éducation. Voilà. Et puis finalement, je suis devenue plutôt consultante en changement. C'est comme ça que j'ai croisé le AXA finalement. Donc j'ai rejoint AXA maintenant il y a une quinzaine d'années et parmi j'ai été notamment secrétaire générale d'Accès Prévention. Donc là j'avais travaillé notamment sur tout ce qui est prévention des risques. On a mis en place le permis Internet pour les enfants. Aujourd'hui, grâce au permis Internet pour les enfants, il y a toute une classe d'âge chaque année en France qui est formée au risque d'Internet, le harcèlement moral, les fake news, toute cette gestion du risque Internet. On a mis ça en place, on en est très fiers avec la gendarmerie nationale et la police nationale et les municipalités, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et puis j'étais aussi directrice RSE d'AXA France, et là on a mis en place le label Assurance Citoyenne, le premier label de produits d'assurance, qui aujourd'hui est un succès chez AXA France et qui perdure, puisqu'aujourd'hui, c'est 70% des affaires nouvelles chez AXA France qui sont labellisées Assurance Citoyenne. Et puis aujourd'hui, il a même été étendu à l'épargne. Il avait été lancé initialement plutôt sur les produits dommages, santé, prévoyance. Et aujourd'hui, il a été étendu à tous les produits d'épargne. Donc c'est une aventure qui s'est poursuivie sans moi, puisque maintenant, j'ai rejoint le groupe et là, je m'occupe plus effectivement de l'ensemble de la stratégie développement du groupe, avec un focus assez fort aujourd'hui sur le climat. Donc on va rentrer dans les détails sur le climat, sur l'environnement, sur tout ce qui est ESG. Mais avant qu'on rentre dans les détails, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter dans les grandes lignes toutes les initiatives ou les grandes initiatives d'AXA sur le climat et la biodiversité en règle générale ? Alors je dirais que ce qui a marqué, même s'il y avait eu des prémices avant, ce qui je pense a marqué l'histoire d'AXA et le climat, qui est maintenant une histoire qui commence à être un peu ancienne, c'est vraiment en 2015, quand en amont de la COP21, notre PDG de l'époque a dit cette phrase qui est restée dans les annales. Ce matin encore, j'assistais à conférence en Australie là sur le climat et l'assurance responsable, et c'est marrant parce que c'est nos homologues australiens qui la citaient, en faisant référence à Henri de Castres, quand il a dit un monde à 4 degrés ne sera plus assurable. Et alors il s'est pas contenté de faire une jolie punchline, même si c'est aussi un peu, la symbolique des mots était importante. On a joint le geste à la parole, puisqu'on a été la toute première société du secteur financier à désinvestir dans le charbon. Vraiment, dans le monde entier, c'est attesté. On était les premiers à faire ce mouvement. Depuis, je dirais que ça a marqué le début de l'histoire des stratégies climat dans tout le secteur financier, que ce soit assureurs, asset managers, banquiers confondus. Et donc, on a lancé ce mouvement. Puis après, tout en lançant ce mouvement, on a continué notre propre histoire. On a été membre fondateur de la TCFD, aujourd'hui qui est ce cadre qui fait référence, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Donc pour tout ce qui est transparence, effectivement, sur les données et les politiques climat. Ensuite, après 2015, en 2017, ces exclusions, elles concernaient nos activités d'investissement. On a décidé de les étendre à l'assurance. Et ça, c'était encore un challenge supplémentaire, parce que si on se dit les choses, on a décidé d'arrêter d'investir dans le charbon, on a fait de la réallocation d'actifs. Bon, c'est déjà challengeant. Ça a demandé à nos équipes de regarder d'autres dimensions que la performance financière, de regarder aussi des dimensions d'émissions de CO2, de mix énergétique. Donc nos équipes se sont formées à ça. Mais après, quand on va sur des exclusions assurantielles, là, on se coupe de revenus, de primes. Donc en 2017, on a étendu ces exclusions charbon à nos activités d'assurance. En 2018, on achète une grande filiale spécialisée, AXA XL, qui devient notre filiale spécialisée dans les grands risques d'entreprise. On leur applique aussi ces exclusions.
Donc pareil, ça a été des grands mouvements de changement, une volonté forte d'AXA de s'engager. Et puis l'histoire continue quand en 2019, on se dit ok, il y a les exclusions charbon, on est sorti des sables bitumineux. Et donc en sortant de ces deux sources d'énergie les plus intenses en carbone, on avait déjà fait un premier effort, mais on s'est dit il faut aller beaucoup plus loin. Si on veut collectivement atteindre les objectifs des accords de Paris. Et là, on s'est dit, c'est l'ensemble de nos portefeuilles, les 600 milliards dont on parlait tout à l'heure, qu'il va falloir commencer à décarboner. Et donc, on s'est engagé en 2019 à dire on alignera en 2050 notre portefeuille sur une trajectoire accord de Paris. Et donc, et très vite, et c'était lorsqu'on a initié notre plan stratégique là en 2020, on a pu s'engager sur un objectif intermédiaire, parce que 2050, ça peut sembler loin, c'était déjà à l'époque un mouvement important. Et là, aujourd'hui, on s'est engagé sur le fait que d'ici 2025, on va réduire de 20% l'intensité carbone de notre portefeuille. Et cet engagement, on l'a pris dans un cadre collectif, dans le cadre de la fameuse Net Zero Asset Owner Alliance, ce qui permet de faire converger aussi les méthodologies, puis de gagner en impact, parce que l'engagement, il est collectif. Chacun s'est engagé individuellement en fonction de son point de départ, mais ça permet quand même de mobiliser. Ça, c'est quelque chose, on pourra en reparler aussi, qui nous tient à cœur. Nous, bien sûr, à chaque fois, on veut dessiner... on estime qu'en tant que leader de notre secteur, on doit dessiner la voie, ouvrir la voie et puis dessiner la trajectoire. Mais après, je dirais qu'il n'y a que collectivement qu'on a de l'impact, et c'est pour ça aussi qu'on s'implique aussi beaucoup dans les initiatives de place. À ton avis, pourquoi AXA justement suit cette stratégie de décarbonation? Est-ce que AXA est poussé par le citoyen? Est-ce qu'AXA est poussé par l'interne, par le politique ou par ses actionnaires qui pensent que si jamais AXA ne fait rien, dans 15 ans, la société en cours de grands risques? C'est quoi un petit peu la motivation principale? Je pense que la motivation, elle est double. D'abord, je pense qu'il y a toujours eu, et je crois que c'est vraiment, et je sais pas un vain mot quand je le dis, que c'est vraiment dans l'ADN et les valeurs d'AXA d'avoir toujours eu des dirigeants qui voulaient aller au-delà de leur rôle, on va dire, purement business, purement commercial, qui se sont toujours intéressés à la société qui les entoure. Et ça, c'est vrai quand on prend l'histoire du groupe et des trois grands dirigeants qu'on a eu du groupe, ils ont cette implication. Donc rien ne se fait quand même sans ces valeurs et cet ADN. Et quand je dis nos dirigeants, mais qui est aussi le reflet de... après, on est une communauté. Une société, c'est une communauté humaine. Donc je pense qu'il y a vraiment ça qui anime et nos dirigeants et nos équipes. Donc ça, c'est une réalité. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'au départ, on l'a fait justement par conviction sociétale. Aujourd'hui, on le fait parce qu'on estime aussi, parce qu'on est un assureur. Et c'est peut-être d'ailleurs pas innocent qu'on était le premier assureur. On a peut-être dans le secteur financier, on est quand même ceux qui avons cette conscience le plus aiguë des risques. Et donc, très vite, on s'est dit, mais aujourd'hui, de toute façon, le climat est un risque. C'est un risque socio-économique, c'est un risque physique, c'est un risque de transition. Donc, je pense qu'on a eu très rapidement, aussi dans notre capacité à faire notre métier de manière très pointue et très innovante, cette perception assez vite que de toute façon, le climat était aussi maintenant, et aujourd'hui pour nous, c'est un sujet business, commercial, comme d'autres risques que l'on aborde dans nos activités. On voit que AXA, comme tu viens de le dire, est pionnier sur différentes thématiques. Tu as cité la TCFD, qui est la Task Force sur le climat. Vous avez mis en place aussi, ou en tout cas vous avez aidé à la TNFD, donc la Task Force sur la nature. Vous êtes dans la Net Zero Asset Owner Alliance, Net Zero Insurance Alliance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit autour de tous ces sujets. Il y a beaucoup d'autres institutions qui claiment que eux aussi font plein de choses. Ils font probablement beaucoup moins que vous. Comment vous arrivez finalement à sortir du lot et à montrer que finalement ce n'est pas du greenwashing ou c'est pas juste de la communication? Moi, je suis convaincue, d'ailleurs pas que pour AXA, que c'est pas seulement du bruit, mais surtout des actes. Donc je rappelais un peu l'histoire de notre engagement, et c'est des vrais actes. Je le redis, quand vous dites je vais revoir toute mon allocation d'actifs selon des critères climatiques, c'est pas rien. C'est des équipes chez nous qui ont transformé leur façon de travailler.
salariés. Aujourd'hui, on ne regarde plus que la rentabilité financière d'un actif, on regarde les émissions de CO2. Donc voilà, c'est vraiment des transformations assez profondes dans le travail des équipes. Et puis, ces actes, nous, on a aujourd'hui des engagements très concrets, publics. L'étape qu'on a franchie, c'est qu'aujourd'hui, le climat est inscrit dans le plan stratégique Driving Progress 2023 comme le sont nos objectifs commerciaux de conquête de parts de marché, de rentabilité, de rapport sinistre à prime, etc. Donc on avait réaffirmé notre raison d'être en 2020, agir pour le progrès humain en protégeant ceux qui comptent. On a inscrit le climat dans le plan stratégique et surtout, on a créé l'AXA for Progress Index, qui sont nos 7 engagements publics officiels et qui vont permettre, ils sont étalonnés sur 2023 et certains 2025, qui va permettre à tout à chacun, toutes nos parties prenantes, de mesurer année par année les progrès qu'on accomplit autour de ces objectifs chiffrés. Donc donc c'est avant tout des actes, des engagements extrêmement concrets et mesurables et vérifiables. Alors comment on fait exactement pour aligner un portefeuille à l'accord de Paris ? Ce que tu disais qui est un des objectifs d'AXA, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Comment on fait ? Concrètement, on définit ensemble, on a défini avec les équipes investissement, mais aussi notre asset manager, des objectifs. Donc comment ça se passe au quotidien. Donc nous, on écoute la société civile, on va voir les équipes, on leur dit, on voit ce qui est faisable. Et après, il y a toujours une forme de pari aussi et de volonté. C'est une ambition, comme il y a une ambition commerciale, il y a une ambition climat. Donc il y a ce qui paraît réalisable, mais il y a aussi à un moment donné une volonté de se dépasser sur ces objectifs. Donc après, une fois qu'on a pris les engagements, il y a une réallocation d'actifs qui se fait, il y a des critères qui sont intégrés. Et puis cette politique, elle est revisitée en permanence. Là, il y a eu le rapport de l'IEA, il y a le dernier rapport du GIEC là cet été, au mois d'août, qui a fait beaucoup grand bruit. Donc au fur et à mesure, on réassesse aussi c'est les objectifs et les moyens qu'on se donne en fonction de l'avancée de la connaissance climatique. Donc voilà comment ça se passe de façon très concrète. Et donc là, il y a quelques mois ou quelques semaines, vous avez sorti votre rapport climat qui fait 80 pages, qui est vraiment très, très détaillé. Et dans ce rapport climat, vous parlez de investment température. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, donc notre rapport climat, effectivement, il y a 3 ans, on avait innové en étant les premiers à mesurer la température de notre portefeuille. Effectivement, donc aujourd'hui, la température de notre portefeuille, alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle est plutôt dans une tendance baissière. Elle est de 2,7 degrés aujourd'hui. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Elle est bien en dessous des benchmarks du secteur financier, parce qu'elle est plutôt autour de la température moyenne des portefeuilles dans le secteur financier, elle est plutôt autour de 3,2. Mais enfin, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est quand même pas encore alignée sur les accords de Paris. Donc c'est là qu'on voit que nous, dans notre portefeuille d'investissement, c'est aussi le reflet de l'économie, ce qu'on appelle souvent l'économie réelle. Et donc on voit qu'il y a encore tout un effort de transition à faire. Dans les constats du rapport climat cette année, sachant que notre rapport climat, juste peut-être un petit rappel, on le fait nous sur 2 bases. On le fait en réponse à l'article 173, qui est un article de la loi française, et puis on le fait aussi de manière plus volontaire autour du framework qu'on a contribué à construire, qui est le framework TCFD. Et donc, nous, plusieurs constats dans le rapport climat. Déjà, cette année, parce que c'est à la fois un outil où on rend compte de notre propre action, mais c'est aussi un outil, le rapport climat, on veut contribuer au débat climatique mondial. Et donc, premier constat, c'est qu'on est en train de passer, et ça pour nous c'est très net, et on l'évoquait ensemble tout à l'heure, les politiques climat, on est passé d'une espèce effectivement de bonne volonté, de cette volonté de contribuer au bien commun, à un sujet qui est en train de se normaliser et de se réglementer. D'autant plus que nous, on est quand même un groupe international, mais dont quand même une grande majorité de nos activités sont en Europe. Et donc, il y a l'Union européenne qui est en train de légiférer avec un plan qui
qui s'appelle Sustainable Finance, qui est du jamais vu dans le domaine réglementaire. Je suis même toujours étonnée que les médias en parlent aussi peu. Enfin, alors dans les médias, on va dire experts, heureusement, il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus, beaucoup de débats aussi, mais je trouve que le grand public passe à côté de ça. Et donc, que c'est un sujet qui est en train vraiment de se réglementer, de se normaliser. Et donc, il y a une tendance, l'Union européenne est vraiment très en avance. Après, nous, on voit qu'il y a beaucoup de signaux où aux US ou dans d'autres zones géographiques, les régulateurs se posent aussi la question d'avancer sur des réglementations selon les différentes zones géographiques. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est en train de changer la donne. Avec quelque chose qui est très bienvenu, parce que peut-être que dans les démarches au départ volontaires ou sectorielles, justement, il y a un manque des fois de convergence sur les méthodologies, les métriques, et ce qui ne se mesure pas ne se pilote pas. Et donc, quelque part, ce qui est intéressant avec le mouvement qu'on est en train de vivre, c'est que on peut imaginer qu'à terme, il y aura une convergence sur les méthodologies et les métriques qui vont nous permettre à la fois, nous, de mieux rendre compte de nos engagements, mais nous aussi de mieux les piloter. Parce que vous me posiez la question tout à l'heure de comment on pilote des engagements climat sur un portefeuille. On le pilote à base des données qu'on a. Et donc aujourd'hui, cette robustesse et cette comparabilité des données, elle va être clé pour qu'on puisse tous s'engager sur les trajectoires net zéro. Et donc là, tu fais rapport à la SFDR, par exemple, ou tu penses à une autre réglementation? La SFDR qui est une réglementation qui oblige les sociétés financières à discloser beaucoup de données sur l'environnement et sur le social. Je fais référence en fait aux trois grands blocs sur lesquels travaille l'Union européenne. Alors SFDR, effectivement, SFDR est rentré en vigueur au mois de mars 2021. Et SFDR, c'est pour ça que je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus dans le grand public, mais c'est un accès pour nos clients, pour nos épargnants, à une plus grande transparence sur leurs investissements ou sur la façon dont ils orientent des choix de société par rapport à l'argent qu'ils investissent et qu'ils placent dans des fonds, sur l'ESG et le climat. Donc ça, c'est SFDR. Et nous, dans notre rapport climat, justement, on montre que l'avance qu'on avait prise, elle est quelque part enregistrée grâce à la réglementation. On a 90% des fonds de notre filiale d'asset management qui sont article 8 ou article 9 des SFDR. Donc ça, c'est qui ont été classifiés. Donc ça veut dire très concrètement, traduit en langage courant, qu'elles ont une plus-value ESG ou une plus-value climatique par rapport à d'autres investissements. Donc ça, c'est un point. On a 50 produits chez AXA France qui sont proposés à nos clients qui ont fait l'objet de cette transparence accrue. Donc voilà, donc ça c'est un accès à l'information qui, pour nos clients, qui est devenu clé, essentiel. Et en plus, ce n'est que le volet 1 de SFDR, puisqu'on attend un volet 2 qui va permettre encore de renforcer la comparabilité pour les clients de cette transparence et de ces données. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a CSRD. Effectivement, CSRD, pour nous, plus en tant qu'investisseur institutionnel, ça va nous donner accès à des données encore plus robustes. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, c'est aussi ce dont rend compte notre rapport climat. Aujourd'hui, pour réorienter cette allocation d'actifs, on le fait sur la base de données disponibles. Aujourd'hui, d'ailleurs, on parlait de nos 600 milliards d'actifs sous gestion en tant qu'asset owner, on les réoriente sur des données SBTI, et on a d'ailleurs passé de 25 à 50% des entreprises dans lesquelles on investit, où on investit sur la base de données SBTI. Donc on voit bien le mouvement chez nous, où de toute façon, si on n'a plus accès à la donnée, de toute façon, aujourd'hui, c'est devenu pour nous un driver d'investissement. Donc ça, c'est le... Tu peux expliquer en deux mots ce que c'est exactement le CSRD ? CSRD, donc l'Union européenne a décidé de standardiser la transparence des données ESG et climat des sociétés, des entreprises privées. Donc il y a tout un groupe de travail qui s'appelle l'EFRAG, qui fait des propositions à l'Union européenne, qui se transformeront sous la forme de directives et de règlements pour qu'il y ait une standardisation et une comparabilité, une robustesse des données, on va dire, qu'on qualifie encore aujourd'hui d'extra-financières. Et SBTI ? SBTI, c'est Science Based Target. En fait, une donnée SBTI, c'est une donnée d'empreinte carbone
qui a été certifié par un organisme qui s'appelle SBTi, voilà, et qui permet, nous, en tant qu'investisseurs, d'être sûr que la donnée publiée par une entreprise est quand même... par défaut, on fait confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, une donnée SBTi, on est sûr quand même qu'elle est suffisamment robuste pour que nous, on puisse fiabiliser notre propre trajectoire. Parce que si nous, on s'engage publiquement à dire moi, je dois réduire d'ici de 20% l'empreinte carbone de mes portefeuilles, il faut que nous-mêmes, la donnée des entreprises dans lesquelles on investit soit fiable. Sinon, nos engagements peuvent... du coup, être sujet à caution. Donc tout à l'heure, tu mentionnais que la plupart des acteurs financiers avaient un portefeuille qu'on peut dire à 3,2 degrés. Donc on peut supposer que finalement l'économie aujourd'hui, si elle continue dans cette direction, on aura un réchauffement de 3,2 degrés. AXA a fait des efforts pour, je suppose, enlever certains secteurs comme le charbon, tu le mentionnais, pour diminuer à 2,6. Mais comment on fait pour aligner un portefeuille dans une économie qui n'est pas alignée ? Effectivement, alors nous, nos exclusions nous ont permis déjà des gains. Maintenant, nous, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on continue à adresser le secteur énergétique. Notre quotidien, à nous tous, est régi par l'énergie. Tout ce qu'on fait requiert de l'énergie. Donc la question, c'est comment on aborde et comment on continue à aborder les questions sur le secteur énergétique. On parlait de la taxonomie, alors on n'a pas parlé du troisième volet, mais la taxonomie européenne nous aide, et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de régulation et du régulateur et de l'action des pouvoirs publics, nous aide maintenant à classifier effectivement les activités, notamment les activités énergétiques au regard de leur empreinte sur le changement climatique. Après, l'Union européenne n'a pas encore tout réglé. Donc aujourd'hui, il y a des questions qui se posent sur le secteur pétrolier, sur le gaz naturel, sur aussi le nucléaire. Quel rôle on fait jouer à ces énergies dans la transition ? Donc ça, c'est une première chose. Après, bien sûr, il y a continuer à investir massivement dans les énergies vertes, renouvelables. Donc ça, nous, on s'est engagé à investir 25 milliards d'ici 2023 dans ces assets green, dans ces énergies renouvelables, ces infrastructures vertes, ces alternatives à la mobilité décarbonée. Donc ça, c'est quelque chose aussi clé dans cette allocation d'actifs et dans cette transition. Je pense qu'il y a aussi toute la dimension aujourd'hui, au-delà aussi je reviendrai pas sur les données, on vient d'en parler, mais la robustesse des données nous sera aussi une condition pour qu'on puisse remplir nos objectifs et les atteindre. Et voilà, c'est le rythme aussi et les engagements de transition des entreprises. Mais pour, jouer aussi notre rôle d'investisseur jusqu'au bout, on a aussi un levier qui est l'engagement actionnarial. Et nous, aujourd'hui, 45% de notre engagement actionnarial porte sur les engagements climatiques et cette part, on va encore l'augmenter dans les années à venir parce que voilà, on est là aussi en tant qu'investisseur, on a des droits de vote en tant qu'actionnaire et là, on a aussi un rôle à jouer pour justement qu'on ait accès à davantage de données, pour demander aux entreprises dans lesquelles on investit de s'engager plus fort dans la transition et de nous donner accès à leur parcours et à leur trajectoire de transition. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce chiffre de 45% ? Ça veut dire que en tant qu'actionnaire des entreprises dans lesquelles on investit, 45% des droits de vote qu'on exerce portent sur des engagements climat. Donc on va voter pour ou contre en fonction et surtout on fait des requêtes. C'est-à-dire qu'on fait requête et ensuite si la requête... donc on va demander, on va avoir des requêtes en tant qu'actionnaire vis-à-vis des entreprises dans lesquelles on investit. Donc l'idée c'est d'accompagner et de pousser vos participations à également s'aligner pour que votre portefeuille lui-même puisse être aligné. Exactement. Tout à l'heure, tu disais que l'Union européenne n'était pas encore très claire sur l'énergie. Tu mentionnais le pétrole et le gaz. Ça m'interpelle un petit peu parce que je suppose que on est très clair sur le pétrole et le gaz à horizon 2050. Oui, non, ce que je veux dire, c'est comment... il y a deux choses, effectivement, clarifier un petit peu. Non, l'Union européenne, là où elle n'a pas encore statué, c'est sur le nucléaire et le gaz. Après, nous, il y a toute la partie sur l'industrie pétrolière où il faut qu'on voit comment on fait évoluer notre approche, à la fois en considérant que c'est potentiellement peut-être à terme un strand d'assets, donc ce qu'on appelle un actif échoué. Donc ça, c'est une première chose. Mais tout en tenant compte quand même aussi des efforts des compagnies pétrolières qui entament des transitions.
Donc effectivement, là, je dirais que c'est plus comment maintenant, dans cette phase et dans cette décennie, dans ce qu'on appelle maintenant, nous, la décennie décisive d'action, comment on aborde différemment le secteur de l'énergie et puis effectivement le secteur pétrolier en particulier. Et effectivement, et après il y a un autre sujet qui est la clarification. Mais là où quand même se rejoignent les deux problématiques, il y a une clarification à faire de l'Union européenne sur le nucléaire et le gaz et nous sur je dirais les investisseurs sur la dimension pétrolière. Là où se rejoint, c'est finalement quel rôle on leur fait jouer dans la transition. Parce que ça ne se fait pas. Le monde va pas devenir blanc et noir. On va pas passer des énergies renouvelables, ou d'une économie intense en carbone à un bas carbone du jour au lendemain. Donc, on sait que la transition, même s'il faut accélérer, doit être phasée. Donc, la question, c'est comment on phase et quel rôle on fait jouer à ces énergies dans la transition. Alors, on a beaucoup parlé du climat, mais AXA est aussi on va dire très en avance sur tout ce qui est biodiversité et environnement. Vous avez publié en 2019 un rapport qui est très marquant et qui s'appelle Into the Wild, intégrer la nature dans les stratégies d'investissement. Donc c'est un des premiers rapports, on va dire, en tout cas c'est un rapport très fondateur sur la biodiversité. Comment intégrer la nature dans les stratégies d'investissement d'AXA ? Et au-delà de ça, c'est un peu une question que j'ai trouvée dans le rapport sur le climat. Il y avait une question qui est de dire qu'est-ce qu'il faut favoriser entre un barrage hydraulique qui aide à la transition énergétique, mais qui va potentiellement détruire une partie de la biodiversité. Donc, comment on arrive à jongler entre climat, biodiversité, et puis même au-delà de ça, tout ce qui est les autres thèmes ESG. Alors déjà, juste pour revenir un petit peu d'où vient notre engagement sur la biodiversité, c'est vrai que c'est pas forcément évident de se dire quel peut être l'impact et le rôle d'une société comme AXA spécialisée dans l'assurance et effectivement et l'épargne sur la biodiversité. Nous, on a un impact direct sur la biodiversité qui est très réduit. Néanmoins, assez vite, on s'est posé nous la question. Parce qu'on s'est dit la biodiversité, alors on connaît tous un peu le chiffre très, très marquant. Voilà, on a perdu en 4 décennies 60% de toutes les espèces, potentiellement faune et flore. Et donc on s'est dit, mais finalement, de la même manière qu'on a abordé le risque climatique, comment on aborde le risque. Une fois de plus, on part de l'approche risque. Nous, on est un assureur, un gestionnaire d'actifs. Donc on part de l'approche risque. Donc quel est le risque que nous fait encourir cette perte de biodiversité ? Et en fait, quand on pose la question comme ça, on voit que la matérialité est très très forte. Déjà, effectivement, la biodiversité, c'est l'accès à des matières premières pour se nourrir, pour plein d'activités socio-économiques. On est assureur santé, c'est l'accès aux médicaments. Quand on sait que c'est 70% des médicaments dans les pays émergents et 50% dans les pays développés qui dépendent de la biodiversité, on se dit qu'en tant qu'assureur santé, il y a une grosse adhérence. Quand on regarde, même sur notre activité d'assureur dommages, la préservation des écosystèmes, souvent est facteur de résilience par rapport au changement climatique. On le sait aujourd'hui, et je pense que on est un peu familier au fait que sur les inondations, si on a l'artificialisation des sols favorise l'inondation. On voit que les températures extrêmes, moins il y a de verdure, plus on est vulnérable aux températures extrêmes. Et puis très vite, on a vu aussi les corrélations entre climat et biodiversité, notamment de 2 éléments de capital naturel qui sont clés, qui sont les forêts et les océans. Donc et là on a vu aussi la corrélation où il y a après un espèce de... Alors, ça peut être un cercle vertueux, mais ça peut être un cercle qui n'est... au contraire, une accélération où le changement climatique accélère la perte de biodiversité et la perte de biodiversité accélère le changement climatique. Donc on voit très bien aussi la corrélation entre les deux. Donc on s'est dit, là encore, comment on agit ? Et une fois de plus, une fois qu'on s'est parlé du risque, toujours la même démarche, et puis là aussi on est fort de notre expérience sur le climat, on s'est dit de toute façon ce qui ne se mesurera pas se pilotera pas. Et aujourd'hui il n'y a pas d'éléments de prise en compte de la biodiversité dans nos décisions d'assurance et d'investissement.
Donc on s'est dit, une fois de plus, il faut les inventer. Comme on les a inventés sur le climat, il faut les inventer sur la biodiversité. Ce qui nous manque pour l'instant encore, alors on a commencé, d'où notre rapport Into the Wild, publié en 2018, présenté lors du G7 Environnement, où c'était une première contribution pour dire, voilà, aujourd'hui, alors comment on fait ? On regarde un peu les premières pratiques qui sont nées chez nous, chez nos concurrents, qui sont encore embryonnaires, on met ça en commun. Et nous, donc il y a eu ce rapport, et surtout on s'est dit, une des principales recommandations de ce rapport, il faut justement, fort de l'expérience de la TCFD, et on a vu comme la TCFD a permis d'accélérer sur le secteur financier, sur le changement climatique, on s'est dit qu'il faut qu'on ait la task force sur le climat. Voilà, il faut qu'on crée la TNFD, donc la task force sur la nature. Donc qui va permettre de créer ce cadre de travail commun, ces méthodologies, ces métriques qui nous permettront ensuite de piloter. Cette TNFD, ça y est, elle a vu le jour. Elle va se structurer à l'automne, définitivement. Elle va commencer à produire ses travaux. Donc ça, c'est une grande fierté pour nous. Une fois de plus, sur notre travail de place et avec l'ensemble du secteur. Et en parallèle de ça, nous, on a commencé à travailler aussi au niveau des propres engagements d'AXA. On a fait un appel d'offres commun au niveau de l'asset management avec BNP Paribas et Mirova pour identifier des providers. Je parlais de données. Si on n'a pas de données pilotable en salle de marché, on ne pourra pas prendre en compte la biodiversité. Donc là, on a choisi Iceberg Data Lab, avec qui on va aboutir là début janvier sur les premières données qu'on utilisera pour piloter nos engagements. Et puis, on a aussi utilisé un levier déjà existant, qui sont les Impact Funds. On a décidé d'investir 350 millions dans la préservation de la biodiversité. Ça, c'est ce qu'on pouvait faire de plus positif déjà à court terme, en attendant ces grands travaux de prise en compte et de pilotage des métriques biodiversité dans nos décisions d'investissement et d'assurance. Et quand on compare 350 millions à 600 milliards, on voit que c'est même pas un grain de sable. Mais est-ce que, la difficulté, je pense aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu d'offres finalement de fonds biodiversité ou de fonds nature où il y a très peu également. Je ne sais pas si j'ai raison, mais tu vas me confirmer ou infirmer. Il y a très peu de business model qui à la fois protège la nature, préserve la nature, mais est potentiellement rentable pour l'épargnant. Je dirais qu'il y a deux choses différentes. L'Impact Fund, c'est vraiment, effectivement, alors c'est exactement ça, c'est j'investis dans des projets potentiellement disponibles, il faut qu'il y ait des porteurs de projets pour investir dans les projets, des porteurs de projets qui ont un projet qui permet de restaurer ou de préserver un écosystème. Donc ça, c'est l'Impact Fund. Mais ça reste, comment dire, pour l'instant, un investissement de niche, ce qui n'ôte rien à la noblesse de ces Impact Funds. Mais effectivement, la question, c'est comment on pilote, une fois de plus, l'ensemble d'un univers d'investissement et comment, quand je vais regarder toutes les boîtes du secteur agroalimentaire, comment j'ai des métriques et des méthodologies qui vont me permettre de faire le tri et de se dire, moi, je vais plutôt investir dans telle boîte plutôt que telle boîte en fonction de critères biodiversité. Et c'est ça qu'on doit construire avec la TNFD ou avec notre provider qu'on a choisi avec BNP et Mirova pour intégrer ça en salle de marché. Donc, vous voyez, c'est deux natures d'investissement qui sont très, très différentes. On a parlé un petit peu de réglementation. Est-ce que tu penses que la réglementation va se durcir dans les années qui viennent et que potentiellement, si je prends par exemple le cas d'un assureur, vous avez des obligations de fonds propres, donc mettre des fonds propres en face de vos actifs. Est-ce que demain, tu penses qu'il y aura des obligations de ratio de fonds propres obligatoires par rapport à la quantité d'investissement durable ou à la quantité d'investissement qui s'aligne sur la taxonomie, la protection de l'environnement, etc. Alors moi, je peux pas prédire ce que va faire le régulateur, c'est pas mon rôle. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, on est arrivé, et c'est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle, on est en train de basculer sur le climat et l'ESG entre une démarche volontaire des entreprises à une démarche qui est maintenant, effectivement, normalisée, standardisée, régulée. Donc, effectivement, ce mouvement est en marche. Nous, aujourd'hui, on applique ces réglementations au fur et à mesure qu'elles se mettent en place. Et je pense que tout ça concourt. Je pense que
le fait d'avoir été précurseur fait qu'au moment où la régulation arrive, et nous on le constate, et je donnais les exemples précédents sur le fait qu'on a déjà 90% de fonds éligibles, articles 8 et 9, si on a 90% de fonds, c'est parce que aussi notre démarche volontaire nous avait fait prendre de l'avance. Donc, et nous-mêmes, on le voit, ce qu'on met en place et ce qu'on expérimente contribue, je pense, pour le régulateur aussi à définir ses cadres et ses normes et ses standards. Donc voilà, donc il y a plutôt, je pense, globalement un effet vertueux. Puis de toute façon, je pense que face à l'urgence de la situation, les régulateurs et les entreprises, à la fin, tout le monde ressent la nécessité d'agir. Donc oui, je pense que, en tout cas, nous, on constate, ce passage de la démarche volontaire à la démarche obligatoire et réglementaire. Alors, je voudrais mettre en avant quelque chose que j'ai lu sur AXA. Beaucoup d'ONG disent que pour réussir la transition énergétique, la transition écologique, il faut former les équipes. Et je crois savoir que, tu vas me confirmer ça, mais que l'ensemble des collaborateurs d'AXA a la possibilité de se former sur le changement climatique. Exactement. On parlait tout à l'heure de risques, de les belles paroles, le bruit, etc. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment un élément très fort, nous, de l'authenticité de notre engagement. Et la transformation, elle se fait par les équipes. Et donc, aujourd'hui, je parlais de l'AXA for Progress Index. Dans nous, les 7 engagements qu'on a pris dans le cadre de notre plan stratégique autour du climat et de l'ESG, ça, c'est un des 7 engagements, c'est de donner accès à tous nos collaborateurs à une formation sur le climat. On a 120 000 collaborateurs dans le monde. Et l'idée, c'est qu'ils aient accès à la fois dans cette formation à la base scientifique, comprendre déjà d'un point de vue scientifique ce qu'est le changement climatique, pour bien comprendre le phénomène. Et ensuite, des modules qui vont leur permettre aussi de comprendre ce qui change dans leur travail au quotidien, quel que soit leur métier dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que gestionnaire de sinistre ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que concepteur de produits d'assurance ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que chef de projet IT ? Nous, on est une compagnie digitale. Nous, notre appareil de production est digital. Qu'est-ce que ça veut dire sur la sobriété numérique d'AXA et nos systèmes et nos architectures informatiques ? Donc ça c'est ce qu'on va. Nos collaborateurs ont déjà accès au premier module sur les bases scientifiques, et en novembre ils auront accès à la formation complète dans tous les langages, dans tous les pays où on est présent. Donc ça, c'est quelque chose où on montre vraiment c'est à la fois nécessaire pour atteindre nos engagements, mais surtout pour continuer à aller plus loin, parce que ça va donner le pouvoir à chaque collaborateur de définir aussi des actions où qu'il soit dans l'organisation et dans tous les pays. Et ça, on est quand même présent dans 50 pays. Ça a de l'impact, que ça soit sur la mitigation ou l'adaptation. Et justement, donc AXA est en transition. Est-ce que c'est difficile de mobiliser les équipes, ou est-ce que il doit y avoir certains changements qui doivent être pas faciles à réaliser? Je pense par exemple quand vous êtes sorti du charbon, toutes les personnes à l'intérieur d'AXA qui travaillaient sur l'investissement charbon, il a fallu entre guillemets qu'ils fassent autre chose. Pareil peut-être demain sur le pétrole. Je pense également à ceux qui sont sur le terrain et qui, vous essayez peut-être de mettre en avant justement l'environnement, le climat, le ESG, etc. Et peut-être que vos clients se disent non mais attendez, moi c'est pas ma question aujourd'hui, tout ce que je veux c'est avoir une bonne assurance, ou tout ce que je veux c'est avoir de la rentabilité. Comment ça se passe concrètement ? Alors, c'est vrai qu'en interne, il y a vraiment une dimension conduite du changement. C'est pour ça que la formation est clé. Ce que vous décrivez, oui, il y a des fois il y a des équipes qui ont dû changer de façon de travailler. Il y a même des équipes, des fois, qui étaient affectées à de la souscription, justement, sur des entreprises spécialisées dans le charbon ou dans le forage arctique, qui ont qui ont été réallouées à d'autres types de spécialités. Donc clairement, il y a de la conduite du changement. C'est pour ça que la formation est clé, pour que chacun ait les outils pour à la fois faire évoluer ses compétences. Et ça fait partie aussi de la transformation de l'entreprise. Il faut aussi que ces efforts soient rétribués. Donc c'est pour ça que nous, on a passé de 10 à 30% la part de rémunération variable sur des critères
liées à notre politique climat. Donc ça, c'est pas anodin non plus. Et puis bien sûr qu'au plus haut niveau de l'entreprise, ça fasse aussi partie des target letters des PDG de chaque filiale d'AXA partout dans le monde. Donc ça, c'est pour qu'il y ait aussi une rétribution, que ça soit pas un effort supplémentaire à côté, mais que ça soit récompensé comme on récompense un succès commercial ou le fait d'avoir effectivement rentré des nouveaux contrats d'assurance. Voilà. Donc au même titre que les objectifs commerciaux, aujourd'hui, les objectifs liés au climat sont rétribués. Donc ça, c'est pas, je le mentionne quand même, c'est pas anodin. Voilà. Et puis, et alors vis-à-vis des clients, effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Comment on engage avec nos clients, sachant que la problématique est un peu différente sur la façon d'engager avec nos clients B2B. Voilà, pas le même engagement client quand on parle justement à une grande entreprise spécialisée dans l'énergie qu'un client ce qu'on appelle un client particulier, retail. C'est pas le même engagement. Nous, ce qu'on observe, il y a vraiment en ce moment quelque chose qui bouge très fort sur la clientèle particulière, sur l'épargne. Je crois que là, on voit une vraie prise de conscience. C'est que les clients ont compris que la façon dont ils placent leur argent, ils commencent à demander, à poser des questions à nos forces de vente. C'est pour ça que, notamment en France, on investit énormément en ce moment sur la formation de notre force de vente pour qu'ils puissent répondre aux clients sur l'orientation ESG, l'orientation climat des produits d'épargne dans lesquels ils investissent. Il y a tout un objectif aussi 2023 de formation des forces de vente pour qu'ils puissent conseiller le client. Avant, ils le conseillaient sur un profil de risque. Est-ce que tu veux un placement plutôt dynamique, au contraire, un placement où tu vas avoir un rendement moins élevé, mais tu vas garantir ton capital. Avant, c'était ça un peu le conseil en épargne. Maintenant, c'est bien sûr, il y a toujours cette dimension-là, mais en plus, le client on va rentrer plus aussi dans l'allocation sociétale ESG ou climat qui veut faire de ses actifs. Et là, il y a toute une formation du réseau qui est en route, avec même un des réseaux AXA, le réseau chez AXA France, le réseau qu'on appelle, nous, AXA Prévoyance et Patrimoine, qui est même devenu réseau à mission. Voilà, parce qu'il s'inscrit dans une longue durée, dans la relation client, et avec un focus très fort sur ce conseil et cet accompagnement autour de l'ESG. C'est une transition parfaite parce que je voulais justement revenir sur la mission d'AXA que tu as citée tout au début et tu vas peut-être pouvoir la répéter, mais tu as parlé de protection inclusive. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous entendez par là? Alors effectivement, autour de notre raison d'être, on vient de parler beaucoup du climat et de la biodiversité, mais on a aussi effectivement cette dimension de protection inclusive. En fait, tu peux redire avec le progrès là? Alors notre raison d'être, notre raison d'être, c'est agir pour le progrès humain en protégeant ceux qui comptent. Donc ça, c'est notre raison d'être. D'accord. Et donc, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on a intégré... Excuse-moi de te couper, mais ensuite, tu avais une autre phrase. Oui, et notre raison d'être, on veut la traduire autour de 2 grandes thématiques, le climat et la biodiversité, et la protection inclusive. Et dans la protection inclusive, en fait, pour nous, développer la protection inclusive, c'est en fait donner accès à la protection, à l'assurance, à l'épargne, à des populations qui d'habitude en sont exclues. Alors, ces populations, des fois, elles sont exclues de la protection pour 2 raisons. Déjà, il y a des pays où les mécanismes d'assurance ou même de protection sociale publique n'existent pas, et les mécaniques de protection privée sont accessibles que s'il y a déjà des grands revenus. Donc ça, c'est un premier terrain d'action. Et puis après, il y a des exclusions qui peuvent être liées au genre ou aux conditions de santé. Donc nous, la question, c'est comment on réduit ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les protection gaps, donc ces gaps de protection, en agissant, en donnant accès à la protection sociale ou à l'épargne à des gens qui ont des revenus très réduits, en enlevant les biais de genre, des fois dans la protection. Il y a tout un sujet aussi sur le genre et les femmes. Dans mon équipe, il y a tout un programme dédié à la protection des femmes, parce qu'il y a des biais de genre dans la protection et l'épargne à destination des femmes. Et puis, il peut y avoir aussi des exclusions liées aux conditions de santé qu'il faut qu'on puisse, là aussi, il faut qu'on puisse agir. Donc voilà, donc là, il y a tout un champ et on annoncera, nous, en fin d'année, des nouveaux objectifs spécifiques sur cette dimension de protection inclusive. Et est-ce que cette protection inclusive peut être liée à l'investissement également, ou alors ça, c'est plutôt par rapport aux produits d'AXA
et d'assurance. Notre objectif sur les annonces qu'on aimerait faire en fin d'année, au pire début 2022, sur la protection inclusive, ça sera plutôt sur l'assurance. Maintenant, c'est aussi des choses qu'on peut décliner sur l'investissement et qu'on par exemple, chez notre filiale AXA Investment Manager, a un fonds notamment qui traite le genre. On investit prioritairement dans des entreprises qui ont fait le choix de l'égalité homme-femme et de la place des femmes dans l'entreprise. Donc voilà, il y a aussi des choses qu'on peut décliner sur le volet investissement. Et alors justement pour terminer... une approche ESG en fait. Oui. Ouais. Justement, pour terminer, on peut parler un petit peu de l'assurance et du produit assurantiel en lien avec peut-être le climat et la biodiversité. Comment vous arrivez à lier les deux ? Est-ce que, donc, tout à l'heure, tu mentionnais que vous avez déjà écarté certains de vos clients. Donc, par exemple, je suppose que vous refusez d'assurer une mine de charbon. Vous vous posez d'autres questions sur d'autres secteurs ou d'autres thématiques que vous ne voudriez plus assurer demain ? Après, il y a une combinaison subtile. Alors, bien sûr, les exclusions sont un levier d'action, mais il y a aussi comment on développe des opportunités et comment on construit une trajectoire net zéro. Sur l'assurance, là, aujourd'hui, on a pris la tête d'une nouvelle alliance qui s'appelle la Net Zero Insurance Alliance, où, effectivement, là, l'idée, c'est de voir comment on construit, sachant qu'aujourd'hui, on a la trajectoire, même si elle reste challengeante, elle est tracée sur la partie investissement. Comment on construit aussi une trajectoire similaire sur les activités d'assurance avec des méthodologies communes. Donc là, on est 8 membres fondateurs de cette nouvelle alliance, avec alors principalement des assureurs européens pour l'instant, mais on espère en accueillir d'autres, pour construire aussi cette trajectoire net zéro des activités d'assurance. Et donc là, ça passe par l'exclusion, mais ça passe aussi par une gestion des risques, par une politique de souscription, par des nouveaux business models. Par exemple, juste un exemple, nous, en ce moment, qu'on explore, c'est par exemple sur la gestion de sinistres, la mise en place par exemple, une systématisation de mise en place de pièces de seconde main ou de réparer plutôt que remplacer. C'est aussi des leviers qu'on peut utiliser et sur lequel il y a un bon alignement d'intérêts avec nos clients parce que ça revient moins cher pour le client, pour l'assureur et en plus, ça contribue positivement au climat et à la biodiversité, à l'environnement. Donc voilà, c'est ça qu'on va chercher dans le cadre de cette Net Zero Insurance Alliance. Est-ce que vous commencez, ou vous avez peut-être comme projet de commencer à mettre un petit peu la pression sur certains de vos clients en leur disant, par exemple, si jamais tu ne t'alignes pas ou si jamais tu ne diminues pas tes émissions de gaz à effet de serre, je suis désolé, mais la politique d'AXA ne pourra pas t'assurer. Effectivement, alors on fait beaucoup déjà d'engagement actionnarial côté investissement. Dans la Net Zero Insurance Alliance, il y a effectivement un chantier qui sera l'engagement avec les clients. Une fois de plus, il faut qu'on invente la façon de le faire. Comment on peut être un partenaire différent de nos clients dans leur transition. Pour terminer, Céline, j'aimerais bien qu'on parle de toi, donc plus vraiment d'AXA. Donc toi, tu as une excellente vision de ce que recherche un petit peu l'ONU, les gouvernements. Tu as une vision terrain également. Tu vois tous les rapports que vous faites, mais aussi tous les rapports que tes concurrents ou que les ONG font. Comment tu vis cette transition ? Est-ce que par rapport à tout ce que tu vois, tu es plutôt confiante et tu te dis en fait, je vois que ça marche avec tout ce qu'on fait, toutes les task force qu'on a, ou est-ce que quand tu vois les objectifs, quand on regarde un petit peu le rapport climat, quand on voit un petit peu les objectifs de 60% de voitures électriques en 2030 pour suivre un petit peu la trajectoire, on se dit mais c'est impossible, on est sûr de passer à côté. Effectivement, on est dans une période pleine de défis. C'est difficile de répondre à cette question. Moi, j'ai des grands moments d'optimisme et très positifs parce que quand même, et je suis désolée, mais je le dis, moi, je suis quand même assez fière de ce qu'on fait chez AXA. Et j'ai vraiment... alors, je dis pas que c'est toujours simple, il y a des négociations, il y a des discussions. Je dis toujours, il faut tomber 3 fois et se relever la 4e, et la 4e est la bonne et on y va. Voilà. Mais et donc ça me rend extrêmement optimiste et positive. Maintenant,
AXA, c'est pas le monde entier. Certes, on est un gros acteur très important, mais enfin, on n'est pas non plus. C'est pas nous qui allons changer le monde nous tout seuls. C'est pour ça que c'est encore plus gratifiant quand on peut prendre des initiatives à l'échelle d'un secteur, parce qu'on dit le secteur dans son ensemble. Voilà. Mais oui, après, j'ai aussi conscience et quand je vois quand je lis le rapport du GIEC de début août, je me dis, oh là là, on va jamais y arriver. Et oui, il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude. On voit les forêts. Alors, en même temps qu'on fait un impact fund de 350 millions dans la biodiversité, on voit des forêts qui partent en fumée. Des fois, on a l'impression aussi de se dire, je suis Sisyphe, et puis on monte la boule, et puis on a l'impression qu'elle redescend. Enfin, voilà. Elle redescend. Donc, voilà. Après, moi, je pense que je reste quelqu'un avant tout d'extrêmement positif. De toute façon, je peux pas penser négatif. Et donc, de toute façon, je suis quelqu'un qui est persuadé qu'il y a toujours une solution. Et par contre, une chose est sûre quand même, c'est qu'il va falloir continuer à se battre contre les causes du changement climatique, mais il va falloir aussi, et ce qui va rendre le combat encore plus compliqué finalement, c'est que les conséquences commencent à se faire très durement sentir et qu'on va avoir un combat sur un double front. Donc oui, on va avoir devant nous finalement une lutte encore plus compliquée que ce qu'on pensait tous. Donc voilà, mais je pense qu'en unissant nos efforts, on peut y arriver, mais c'est un défi quotidien. Merci beaucoup Céline d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était un plaisir. Merci de l'invitation. Je remercie une nouvelle fois Céline Soubrane, directrice du développement durable d'AXA, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Je trouve cela vraiment passionnant de voir que l'industrie de l'assurance peut également, comme le secteur financier finalement, avoir un impact sur le climat et la biodiversité en poussant ses clients à s'engager. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles. Vous pouvez également cliquer sur le bouton s'abonner pour le recevoir automatiquement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature.